Pourquoi Khamenei se cache-t-il dans un bunker? Et pourquoi la Russie ne répond-elle plus à l'Iran? Vous allez le découvrir maintenant. Mais avant, abonnez-vous. Sous la surface iranienne, au cœur même de la capitale, la plus grande panique des 40 dernières années est en train de se dérouler. Le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, n'est pas apparu en public depuis 48 heures. Les réunions habituelles et les prières du vendredi ont été annulées. Les rencontres avec les responsables de l'État ont été suspendues. Selon des sources de renseignement que les médias traditionnels n'osent pas encore confirmer, le guide suprême ne se trouve plus dans sa résidence. Il se trouverait actuellement dans un bunker à l'épreuve du nucléaire, dans la région montagneuse au nord de Téhéran, totalement isolé du monde extérieur. Pourquoi? Pas seulement parce qu'il craint les foules en colère dans les rues, les manifestations de rue ne sont rien de nouveau pour le régime de Téhéran. La véritable peur qui a poussé Khamenei à se cacher sous terre vient du téléphone posé sur la table, et qui ne sonne pas. Pendant des années, ils ont appelé Moscou leur pilier, leur partenaire stratégique. Mais pas un seul message de soutien n'est venu de Vladimir Poutine. Le Kremlin répond aux appels urgents de Téhéran par un simple « Nous ne sommes pas disponibles ». Dans cette vidéo, nous ne vous parlerons pas seulement d'une vague de manifestations. Nous analyserons la plus grande trahison géopolitique de l'histoire moderne. Comment une superpuissance a sacrifié son allié le plus fidèle pour assurer sa propre survie. Mais d'abord, nous devons commencer par cette liste de morts terrifiantes ayant fuité depuis la base de données du ministère iranien de la Santé, celle que le régime a tenté de cacher au monde en coupant Internet. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur des documents, des registres de morgue et du plan de trahison de Poutine que YouTube et les grands médias n'osent pas montrer. Un petit avertissement avant de commencer. Ce que nous allons partager pourrait entraîner une restriction de cette vidéo à tout moment, en raison des règles des plateformes. Assurez-vous d'avoir activé les notifications et d'être abonné. Le nombre de disparus en Iran est si choquant qu'il est difficile de croire ce que vous allez entendre. Selon des sources telles que The Week et Times Magazine, rien que les 8 et 9 janvier, le nombre de morts à Téhéran et dans d'autres villes aurait dépassé les 36 500. Le nombre de corps enregistrés dans les morgues est tout simplement sidérant. Les chiffres officiels parlent de quelques dizaines. Pourtant, lorsque l'on inclut dans les systèmes hospitaliers les dossiers codés causes de décès inconnus, c'est-à-dire volontairement dissimulés, on atteint ce chiffre effrayant de 36 000 morts. Oui, vous avez bien entendu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un tel bilan humain sur une période aussi courte dans une zone civile est extrêmement rare. Ces chiffres rappellent les massacres de Staline. Systématiques, froids, impitoyables. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait une armée d'occupation. Aujourd'hui, c'est un appareil d'État qui tire sur son propre peuple. Alors comment ces personnes meurent-elles? Selon les médecins, 90% des corps amenés dans les morgues présentent des blessures par balle au-dessus de la taille, poitrine, cou et tête. Cette statistique crie une réalité militaire. Les forces de sécurité ne tirent pas en l'air, ni sur les jambes pour disperser la foule. Ces tirs ne visent pas à neutraliser, mais à tuer. Des tireurs d'élite ciblent directement certains profils dans la foule, des jeunes, des femmes et des personnes perçues comme des meneurs. Mais un détail encore plus glaçant apparaît. Des témoignages de familles attendant devant la morgue de Karizak à Téhéran révèlent que le régime a transformé ce massacre en source de revenus. Imaginez, vous cherchez votre enfant, votre conjoint. Vous passez d'hôpital en hôpital. Finalement, un employé de la morgue vous remet une liste. Vous y trouvez le corps sans vie de votre enfant. Mais pour le récupérer et l'enterrer, vous devez payer l'État. Savez-vous comment s'appelle cette facture? Les frais de munitions. L'État vous fait payer les balles utilisées pour tuer votre enfant. Ce n'est pas seulement une violence physique, c'est une destruction psychologique. Le message adressé à la société est clair. Non seulement nous prenons votre vie, mais nous vous empêchons de faire votre deuil, et nous taxons même vos morts. La situation des blessés est encore plus dramatique. Il est allégué que les forces de sécurité ont arrêté des ambulances et transféré les manifestants blessés vers des centres de détention inconnus, au lieu des hôpitaux. Des vidéos montrent même des véhicules civils déguisés en ambulances pénétrer dans la foule pour capturer des protestataires de l'intérieur.
Ce n'est pas une opération de maintien de l'ordre. C'est une politique du régime de Khamenei visant à réduire sa propre population pour survivre. Mais pourquoi le régime a-t-il si peur après être allé aussi loin? Ils ont les armes, ils ont le pouvoir, ils contrôlent les médias. Pourquoi Khamenei ressent-il le besoin de se réfugier dans un bunker? La réponse ne se trouve pas dans les rues de Téhéran, mais à des milliers de kilomètres au nord, à Moscou. Vladimir Poutine est un ancien officier du renseignement qui pense de manière strictement mathématique, sans la moindre sentimentalité. Dans son monde, il n'existe pas d'amitié, seulement des partenariats stratégiques. Et ces partenariats ne durent que tant qu'ils sont rentables. Pendant des années, l'Iran a été un partenaire indispensable pour la Russie. D'abord parce que l'Iran a fourni à l'armée russe une puissance aérienne bon marché et efficace. Les drones Shahed, qui comblaient l'une des plus grandes faiblesses russes dans la guerre en Ukraine. Ensuite, alors que la Russie étouffait sous les sanctions occidentales, la flotte fantôme iranienne a permis d'acheminer le pétrole russe à travers le monde. Troisièmement, l'Iran a allégé la pression sur Moscou en occupant les États-Unis au Moyen-Orient. Mais le calendrier a changé. Nous sommes en 2026 et une nouvelle équation est apparue. Le nom de cette équation est Donald Trump. Trump a complètement bouleversé le calcul de Poutine. La vision de politique étrangère du dirigeant américain est claire. Empêcher la Chine d'encercler Taïwan, intégrer ou neutraliser la Russie, et ne pas permettre la survie du régime religieux iranien. Poutine veut désormais sortir victorieux du bourbier ukrainien. Il a besoin d'un accord garantissant la Crimée et le Donbass, ainsi que d'un allègement des sanctions. Et Trump était le seul dirigeant capable de conclure cet accord. Mais Trump exigera quelque chose en retour. Si Poutine ne peut pas céder de territoire en Ukraine, que peut-il sacrifier? La réponse est simple. L'Iran. Poutine pourrait maintenir Khamenei à distance pour l'Ukraine. Et si Khamenei choisissait Moscou comme ultime refuge, nous pourrions voir une fin similaire à celle de Bachar el-Assad. Dans un tel scénario, Poutine chercherait probablement à neutraliser politiquement Khamenei, comme il l'a fait avec Assad, afin d'obtenir une victoire en Ukraine. C'est la véritable raison pour laquelle Khamenei s'est réfugié sous terre. Si l'on observe attentivement les actions russes de ces derniers mois, on y voit clairement les traces de la trahison. L'Iran attend depuis des mois la livraison des chasseurs Su-35 et des dernières versions des systèmes de défense aérienne S-400, qu'il a pourtant payés à l'avance. Ces armes constituent la seule assurance de l'Iran contre une éventuelle attaque israélienne ou américaine. Que fit la Russie? Elle a constamment retardé les livraisons, invoquant des problèmes logistiques et des mises à jour techniques. La vraie raison n'est pas technique, mais politique. Poutine a laissé l'espace aérien iranien sans défense afin de ne pas rompre ses ponts avec Israël et les États-Unis. Le régime de Téhéran s'est alors tourné vers Pékin. Des médias internationaux ont effectivement évoqué des mouvements d'avions chinois à Téhéran dans les jours suivant les manifestations. Il aurait été allégué que la Chine avait fourni du matériel pour réprimer les protestations. Mais aucun système de défense aérienne ni de guerre électronique, ceux dont l'Iran a réellement besoin, n'a été observé. Ce soutien, Khamenei l'attendait de Poutine, pas de Xi. La réalité est désormais claire. Khamenei a compris que le régime était totalement exposé à toute attaque extérieure. Le parapluie nucléaire russe a disparu. La Chine ne s'intéresse qu'à acheter du pétrole à bas prix, pas à offrir une protection militaire. L'Iran est aujourd'hui plus isolé que jamais sur la scène politique et diplomatique. Cet isolement provoque une fracture majeure jusque dans les gardiens de la révolution, les protecteurs les plus fidèles du régime. Selon des experts militaires et des sources de renseignement, l'armée iranienne n'est pas une structure homogène. Deux factions principales s'y affrontent. La première est celle des radicaux. Ils prônent la lutte jusqu'au bout, la production d'armes nucléaires, l'attaque d'Israël si nécessaire, et le maintien du régime par le sang. Le cercle dur autour de Khamenei appartient probablement à ce camp. Mais la seconde faction est bien plus dangereuse pour Téhéran, les pragmatiques. Ce sont des généraux et des hauts commandants ayant des intérêts économiques. Leur raisonnement est simple, la Russie nous a abandonnés, le peuple se révolte, l'économie s'est effondrée. Si le régime tombe, ils finiront tous devant les tribunaux. La question qu'ils se posent est la suivante.
Peut-on sacrifier Khamenei pour conclure un accord avec l'Occident et sauver notre existence et notre richesse? L'histoire regorge d'exemples. En Roumanie, ce sont les généraux qui ont renversé Ceausescu. En Égypte, ce sont eux qui ont renversé Moubarak. Le moment où l'armée comprend qu'elle ne peut plus faire face au peuple, elle livre son dirigeant. De très forts signaux indiquent que de telles négociations sont actuellement en cours à Téhéran. Certaines unités auraient refusé de tirer sur les manifestants, et la police se serait retirée dans certaines zones. Ce n'est pas un acte de compassion, mais peut-être le début de la désobéissance. C'est pour cette raison que Khamenei tente de transférer le pouvoir à son fils. Il sait que son autorité s'effrite et que ses ordres sont de plus en plus contestés au niveau inférieur. Par l'intermédiaire de Mojtaba Khamenei, il cherche à créer une armée de l'ombre plus jeune, plus loyale et plus brutale. Mais le temps joue contre eux. Sous cette crise politique et militaire se cache la véritable poudrière, l'économie. L'économie iranienne est en faillite, non seulement à cause des sanctions, mais aussi d'une gestion catastrophique et de politiques liées à la Russie. L'inflation officielle est de 50%, mais en réalité, elle dépasse les 150%. Le rial iranien est devenu presque sans valeur face au dollar. Le modèle autrefois présenté comme l'économie de résistance s'est effondré. Les gens descendent désormais dans la rue, non pour une idéologie, mais pour du pain, de la viande et de l'eau potable. La crise de la viande est devenue un symbole. Pour une famille de la classe moyenne iranienne, manger de la viande rouge n'est plus un luxe, mais une impossibilité. Les bagarres dans les files d'attente pour la viande congelée distribuée par l'État montrent à quel point le tissu social s'est décomposé. La trahison russe joue ici aussi un rôle central. Les accords de swap pétrolier et gazier conclus avec Moscou n'ont pas apporté les bénéfices espérés. En inondant les marchés asiatiques, la Chine et l'Inde, avec son pétrole bon marché, la Russie a également détruit la seule source de revenus de l'Iran. Autrement dit, la Russie, présentée comme une amie, a volé les clients de l'Iran. Aujourd'hui, l'administration de Téhéran peine à payer les salaires des fonctionnaires. Les fonds de pension et 5 banques iraniennes se sont effondrés. Dans ce pays riche en énergie, il manque du gaz en hiver. Le peuple iranien dit « Ce ne sont ni les États-Unis ni Israël qui nous tuent, mais l'incompétence et le vol. » Et cette colère-là ne peut pas être arrêtée par une fatwa. La faim est plus forte que la peur. En rassemblant toutes les pièces, le tableau devient clair. D'un côté, un régime qui considère son peuple comme un ennemi, taxe même les morgues et a totalement perdu sa légitimité. De l'autre, un dirigeant malade, retranché dans un bunker, dont les ordres sont contestés, tentant de transmettre le pouvoir à son fils. À l'extérieur, une Russie qui a rayé 40 années d'alliance d'un simple trait de plume pour ses intérêts en Ukraine, et qui ne répond même plus au téléphone. Ce statu quo n'est plus viable pour l'Iran. Nous sommes à un point de rupture. 3 scénarios se dessinent. Le premier, la poursuite d'une répression sanglante. Le régime pourrait tenter de rester au pouvoir en incendiant les villes et en tuant des dizaines de milliers de personnes. Mais contrairement à la Syrie, personne ne soutient l'Iran aujourd'hui. Le deuxième scénario, un coup d'État interne. L'aile pragmatique des gardiens de la Révolution pourrait placer Khamenei en résidence surveillée ou l'écarter, instaurer une dictature militaire sous le nom de salut national et chercher un accord avec l'Occident. Le troisième scénario serait la fragmentation et le chaos, effondrement du pouvoir central, province livrée à elle-même et glissement vers une guerre civile encore plus vaste. Quel que soit le scénario, les perdants resteront les mêmes, les mères attendant devant les morgues et les jeunes abattus dans les rues. Peut-être que les atrocités commises contre le peuple iranien innocent prendront un jour fin. Mais une chose est certaine, le refus de Poutine de décrocher le téléphone a mis fin à une époque au Moyen-Orient. L'axe de la résistance est désormais sans tête, sans défense et seul. Ce téléphone silencieux dans le bunker de Khamenei joue en réalité la mélodie finale du régime. Alors, que pensez-vous de ce tableau? Le geste de la Russie est-il un coup d'échec brillant ou une erreur stratégique prouvant que ses alliés ne peuvent lui faire confiance?
Le peuple iranien pourra-t-il sortir de cette impasse? J'attends vos commentaires ci-dessous. Pour davantage d'analyses géopolitiques approfondies et sans censure, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à éclairer ceux que l'on laisse dans l'ombre. À très bientôt dans le prochain épisode.